Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle note de lecture où aujourd'hui on va parler du livre de Steve House, Scott Johnson et Kilian Jornet, Up, manuel d'entraînement pour le trail et le ski alpinisme, pardon. Donc c'est un livre que j'affectionne particulièrement, hein, je le mets en deuxième parce que derrière, donc, la deuxième dans ma liste de notes de lecture à réaliser avec Trail 2 d'Éric Lacroix. Donc là c'est pour moi à mon sens aussi un autre livre qui va être un peu pilier et qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment bien s'entraîner dans des thématiques pour réaliser de l'ultra. Donc le livre il a été réalisé donc en trio, hein, donc on voit que c'est surtout Steve House et Scott Johnson. Alors je me souviens plus exactement qui sont ces gens. Je crois qu'il doit y avoir un coach, un athlète. Kylian Jornet, bon lui on ne présente plus. Je sais pas si Kylian Jornet a vraiment participé énormément à la rédaction du livre, hein. Il donne beaucoup ses témoignages. Je pense qu'il était plus là un peu pour donner sa vision ou autre. Mais je pense qu'à mon avis, toute la rédaction a surtout été par Steve House et Scott Johnson. Et donc c'est un livre qui est à destination des trailers et ceux qui font du ski, alpinistes, parce que ce sont des thématiques où on doit réussir à tenir très longtemps un effort. Et donc du coup, voilà, c'est comment s'entraîner pour ces thématiques-là. Donc je te montre très rapidement le sommaire, hein. De toute façon, on verra peut-être plus en partie en détail. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la partie 1 et 2. Parce qu'il rentre vraiment dans le détail, ça te permet vraiment de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont très très endurants, hein. Les élites de ce sport, comment ils se sont entraînés et quelles sont les bases physiologiques qu'il faut avoir pour être très performant dans ces domaines-là, hein. C'est un ouvrage qui est très typé performance par contre, hein, ça il faut le savoir. Et après derrière, donc bon, la partie puissance musculaire qui est plutôt sympa. Bon après derrière, bon, je le trouve relativement limité par rapport au livre d'Éric Lacroix, mais bon, il est quand même relativement pratique. Et après derrière, il y a des parties plus orientées planification, qui est par contre, voilà, je trouve très intéressante. Je te montre hop, hop là, le sommaire un peu plus en détail. Alors à chaque fois en fait, tu vas avoir des explications qui vont être données sur le chapitre avec toujours des passages avec des témoignages d'athlètes. Alors personnellement, je les ai pas spécialement lus. Voilà, j'ai pas été très intéressé par ces parties-là. Moi, j'étais plus pour les informations, on va dire, scientifiques. Celle-là, par contre, m'intéressait beaucoup. Mais bon, mine de rien, peut-être que toi, ça va t'intéresser. Donc là, je te laisse regarder attentivement, hein. Donc, ce qui est bien quand même dans ce livre, c'est qu'ils abordent toutes les thématiques. Et tu verras, hein, moi ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment tout cet aspect physiologique de l'effort, du métabolisme, qui à mon sens, voilà, était vraiment le plus intéressant, quoi. Aussi la partie planification qui était plutôt pas mal. Et on verra que, en fait, dedans, ils abordent beaucoup de thématiques qu'on n'entend pas forcément beaucoup ailleurs. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est plus intéressant que pas mal d'autres livres. Alors, je check, la caméra est toujours bonne. Alors hop, donc là c'est tout, avant-propos, ça peu importe, on s'en fiche. Comment utiliser son livre, on s'en fiche. Je vais plutôt mettre ma main comme ça sera mieux. Alors voilà, ce qui va être vraiment intéressant, c'est la partie 1, donc là c'est vraiment les bases physiologiques de l'effort. Qu'est-ce qui va faire que quand tu es endurant, qu'est-ce qui va faire que tu vas être plus performant par rapport aux autres. Donc là il va t'expliquer absolument tout, hein. Donc c'est-à-dire là le système nerveux, l'apport d'oxygène, la consommation, comment elle est faite, le système métabolique aérobie, l'utilisation des graisses et des lipides, le système musculaire, donc il y a vraiment tous les facteurs qui vont faire que tu vas être performant. Donc, alors, je trouve qu'une des limites de l'ouvrage, c'est quand même très 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 typé sur la physiologie de l'effort, et aussi peut-être un peu des facteurs musculaires. On va pas aborder toutes les questions de technique ou autre, ça c'est autre chose. Mais par contre, pour la physiologie de l'effort appliquée pour les sports d'endurance et d'ultra-endurance, c'est extrêmement intéressant. Donc là, c'est pour ça que c'est un livre qu'il va falloir compléter avec d'autres thématiques, mais quand même, c'est plutôt intéressant, hein. Donc là, tu vois les histoires d'athlètes. Bon, voilà, c'est pas les choses qui m'intéressent beaucoup là-dessus. Donc voilà, ce qui va être bien, c'est que si tu t'y connais pas trop en termes de physiologie de l'effort, dans le sens où l'endurance d'un point de vue ATP ou autre, comment ça fonctionne, c'est expliqué avec des termes très très simples. C'est pour ça que c'est plutôt pas mal. Donc tu vois, on va aborder les voies métaboliques pour la production de l'énergie, hein, ce qu'on appelle l'ATP, avec les mitochondries, comment ça fonctionne. Donc c'est extrêmement vulgarisé, hein,
le cycle de Krebs ou autre, en fait la glycolyse ou la lipolyse, enfin la bêta-oxydation ou autre, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins c'est expliqué dans des termes extrêmement simples, et c'est ce qui va faire qu'en fait d'ailleurs tu vas être plutôt performant ou pas. Donc là on voit un petit peu l'ATP, donc là on voit, je sais pas si tu connaissais par exemple tout ce qui va être la glycolyse avec le pyruvate qui va être fait, qui va orienter soit en recyclage des lactates par le foie, ou même autre, apparemment il n'y a même pas que le foie qui le fait, ou après derrière, comment il va être utilisé dans les filières aérobies pour pouvoir le faire. Donc là on voit que si tu as une accumulation de lactate, en fait derrière tu vas générer beaucoup trop d'acidité, beaucoup trop de lactate, c'est-à-dire si tu as une utilisation trop forte de la glycolyse, je veux dire, alors que si tu as une utilisation qui est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que, alors je crois qu'ils le mettent peut-être juste après, tu deviens une sorte d'aspirateur de la consommation des glucides et du pyruvate et des lactates, en fait c'est ça qui va faire que tu vas être performant. Donc voilà, là il t'explique un petit peu tout ça. On voit aussi ce truc là qui est extrêmement intéressant, c'est le SDA, donc le syndrome de déficience aérobie. Donc il montre un petit peu juste après, c'est que quand tu as un écart entre tes deux seuils, donc le seuil ventilatoire 1 et 2, donc le seuil aérobie et le seuil anaérobie, c'est ça qui va faire que tu vas être peut-être peu performant ou limité dans les efforts qui vont être très très longs. Donc là il donne l'exemple de quelqu'un qui est extrêmement performant, c'est-à-dire qu'une V2 max qui est énorme, 90 c'est juste énorme, mais derrière qui avait justement un seuil aérobie extrêmement bas, qui faisait qu'en fait derrière il pouvait être limité, c'est-à-dire que le seuil anaérobie il est renouvelé, c'est-à-dire que toute ta filière anaérobique est renouvelée par ton système aérobie, ce qui fait que tu as toujours besoin d'avoir un petit peu les deux. Surtout en trail, c'est extrêmement intéressant parce que derrière, comme tu as une succession de montées, descentes, changements d'allure ou autre, donc du coup, tu es toujours en train d'accélérer, freiner. Ce qui fait que forcément, tu vas utiliser beaucoup ton système anaérobie, et avoir un système aérobie peu performant fera que tu vas vite t'épuiser parce que d'ailleurs, tu vas pas renflouer les caisses du système anaérobique. Donc ça, je te renvoie peut-être à d'autres vidéos qui existent sur internet sur le système anaérobique, comment il fonctionne, c'est extrêmement intéressant. Il verra que le renouvellement de l'ATP, c'est toujours un fonctionnement sur tes trois filiales, donc filière aérobie, anaérobie et anaérobie alactique, celle qui n'utilise pas qui ne génère pas de lactate. Enfin bref, et tout va être lié par ton système aérobie. S'il est performant, normalement tout va bien fonctionner ensuite. Donc là on voit l'accumulation des lactates ou autres, les histoires d'athlètes, voilà le fameux aspirateur à pyruvate, donc là c'est tes fibres lentes qui va faire que tu vas vraiment réussir à bien assimiler toute cette accumulation de métabolites que tu vas utiliser, donc là on va dire, voilà, tu vois ce que je te disais un petit peu avec l'utilisation du système anaérobique, en fait ça va générer des déchets. Système aérobie, s'il est performant, en fait tu vas tout récupérer pour pouvoir continuer à produire de l'effort, surtout sur les fibres lentes. Donc là, l'économie de mouvement, tu vois, il aborde vraiment absolument tout, le VO2 max, l'utilisation des graisses, tac, un petit peu sur Kylian Jornet, son témoignage. Donc là, l'utilisation des graisses, donc bon, ça, je sais pas si c'est la partie la plus intéressante, mais bon, elle est, c'est quand même relativement important, parce que, bon, il y a un truc, moi, que je trouve qu'ils oublient de mentionner là-dedans, c'est que, certes, c'est bien de consommer beaucoup plus de graisse, mais pour arriver à des consommations aussi élevées, en fait c'est trop con, il suffit de moins manger de glucides, et en fait derrière là ton corps il va réagir à utiliser beaucoup plus les graisses. Est-ce que ça veut dire que tu vas être plus performant? Je suis pas sûr, parce que derrière il suffit juste que tu manges un peu plus de glucides, mais en fait c'est entre guillemets c'est niqué, donc et tu utiliseras moins aussi tes glucides exogènes, c'est-à-dire les apports que tu peux avoir. Donc moi je trouve ça double tranchant, ils en parlent pas plus que ça, mais bon, rien de bien grave, c'est quand même toujours intéressant à dire. Pour eux, voilà, et ça c'est... Alors je me souviens plus exactement qui c'est qui en parle de ce truc-là, mais enfin bref, c'est le crossover qu'il va y avoir entre l'utilisation des glucides et des lipides. Alors normalement c'est plutôt l'utilisation des glucides et l'accumulation des lactates. Alors, je me souviens plus du tout qui c'est qui parle de ça, peut-être Brooks, quelque chose comme ça je crois. Et on voit que quelqu'un qui va avoir un SV1 qui va être extrêmement élevé, donc le seuil aérobie, tu vois 88% de FC max, et c'est ça qui va faire que tu vas réussir à tenir beaucoup plus longtemps des efforts. Donc ce qui veut dire que lui, tu vois là, à ce moment-là, quand il est à 80% de FC max, alors certes, c'est comme pour tout le monde, c'est un effort qui est relativement intense, mais il utilise beaucoup de graisse. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas épuiser son glycogène, et donc du coup, il va être relativement tranquille, parce que il faut savoir que quand alors pareil, ça ils en parlent pas trop, mais c'est pas grave, quand tu utilises trop ton glycogène, ton corps il va fabriquer, il va sécréter énormément d'hormones ou autres,
qui va te pousser à stopper ton effort, donc c'est important de pouvoir le conserver le plus possible. Et c'est pour ça que l'utilisation des graisses, c'est quelque chose qui est très intéressant, ou alors surtout déplacer le plus possible vers la droite, donc c'est-à-dire pouvoir tenir à des carences très très élevées longtemps, grâce à l'utilisation plus massive des lipides, pour pouvoir tenir plus longtemps, conserver ton glycogène le plus possible, et donc du coup tenir plus facilement. Ça, c'est avoir un profil comme ça, c'est le plus avantageux, parce que d'ailleurs tu utilises peu ton glycogène musculaire, enfin un peu quand même, surtout je parle pour un ultra, tu vas du coup utiliser l'utilisation des glucides. Donc là c'est pas expliqué, mais tu as toujours deux utilisations des glucides, c'est-à-dire tu as les glucides que tu as dans tes muscles, partout dans ton corps, donc le glycogène, et après d'ailleurs tu as les glucides qui vont être apportés par l'alimentation, c'est le glucose qui est en train de circuler, donc quand tu manges, tu as du glucose qui circule. Donc forcément, plus tu vas avoir une utilisation des glucides que tu as via l'alimentation plus des lipides, moins tu vas utiliser ton glycogène, donc du coup tu vas retarder cette fatigue qui va arriver, ce qui permet d'être plus performant relativement beaucoup plus longtemps. Donc forcément, quand tu vas avoir une utilisation qui va être plus sur la gauche, donc tu as une utilisation des graisses moins élevée, donc là on voit c'est vraiment moins élevé, forcément tu vas taper beaucoup plus vite dans le glycogène musculaire, donc du coup ça craint un peu. Une chose aussi, c'est que ce profil métabolique là, ce qu'ils expliquent pas forcément, c'est qu'il va varier en fonction de l'effort. Ça c'est dommage aussi qu'ils le disent pas, mais bon, un profil métabolique au bout d'une heure d'effort, ou un profil métabolique quand ça fait déjà 4 heures que tu es en effort, en toute logique tu verras qu'il va se déplacer volontairement sur la droite. C'est tout à fait normal, c'est parce que derrière tu as moins de glycogène musculaire, donc du coup il va se déplacer vers la droite. Mais bon, c'est pour ça que faut faire gaffe à l'utilisation des lipides toujours, et se dire tiens je vais augmenter la lipolyse. Augmenter la lipolyse, il suffit juste de faire du long, donc ça suffit amplement pour pouvoir la travailler. Donc voilà, donc, tu vois, ça c'est extrêmement intéressant, toute cette partie-là, sur le profil physiologique, tu vois, ça. Alors certes, moi je trouve que c'est très très vulgarisé, mais au moins ça te permet d'avoir une bonne clé de compréhension pour comprendre comment ça fonctionne. Alors ensuite, donc là on va aborder un petit peu les effets de l'entraînement, les phases de fatigue, et surcompensation, enfin bref, le truc relativement classique, tu stresses ton corps, il se rétablit plus fort pour éviter de revivre à nouveau le même stress, et après d'ailleurs c'est comme ça que par ce stress successif tu permets de te progresser. Préparation physique générale, préparation physique spécifique, je perds mes mots. Les différents seuils métaboliques, alors je crois qu'il parle à un moment, qui reprennent un peu les travaux de Stephen Zeller, donc tu vois, quand tu commences à dépasser 2 millimoles, apparemment c'est là que tu vas commencer à avoir ton premier seuil ventilatoire. Donc si t'as pas regardé, Kylian Jornet, quand il a fait sa tentative de record sur le 100 km, il avait donné les informations sur son profil physiologique, et à la vitesse de, alors je crois que c'était 14 km/h, quelque chose comme ça, et lui il était à 1,4, entre 1,4 et 1,7, ça veut dire qu'il est toujours sous son premier seuil ventilatoire, ce qui fait qu'en en toute logique il est censé durer longtemps. Alors ce qu'il dit pas c'est sa fréquence cardiaque, mais ça à rigueur on s'en fiche, parce que derrière s'il apporte suffisamment de glucides à l'effort, en toute logique, il est capable de tenir cette vitesse-là très longtemps. Alors forcément, ça va freiner au fur et à mesure, parce que il va se fatiguer, c'est logique, mais en tous les cas, il est capable de tenir ça 10 heures, 12 heures, 14 heures très facilement, parce qu'il accumule pas forcément beaucoup de lactate. La dérive lactique, elle va être relativement faible. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Hop. Les différentes zones d'entraînement, donc ça c'est pareil, c'est une introduction à comment s'entraîner. Donc très souvent, on va te donner, pour vulgariser, 3 zones d'entraînement. Celle en dessous le seuil aérobie, celle entre les deux seuils aérobie et anaérobie, et puis après derrière tout ce qui va être au-dessus du seuil anaérobie. Donc là, pour vulgariser, lui il va dire, bon là c'est tout ce qui est récupération, c'est tout ce qui va être un petit peu les marches ou du vélo très léger. Zone 1 et 2, c'est tout ce qui va être seuil en dessous du seuil aérobie. Donc plus tu t'approches du seuil aérobie, plus tu vas arriver sur ta zone 2. Ensuite derrière, tout ce qui va être interseuil, c'est la zone 3, donc c'est un peu ton allure de course qu'on va dire. Et après, zone 4 et 5, ça va être tout ce qui va être au-dessus du seuil anaérobie. Donc pour faire très simple, un effort qui va être très très court, genre un sprint, du truc qui va durer 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, forcément tu peux rentrer dans la zone 5, c'est-à-dire t'es en pure anaérobie alactique, c'est-à-dire que tu génères pratiquement rien, mais en tous les cas c'est quelque chose qui est extrêmement élevé. Zone 4, c'est tout ce qui va être un petit peu au-dessus, donc c'est un peu ce travail-là que tu vas faire pour pouvoir travailler ta VMA. Et après d'ailleurs ta zone 3, c'est là quand tu vas arriver plus proche de ton seuil anaérobie, c'est-à-dire que tu as une dérive lactique qui va se mettre en place. Donc
Plus tu es proche du seuil anaérobie, plus tu vas devoir réduire ton temps d'effort, plus tu vas être un peu plus bas, enfin au milieu de ton interseuil, plus tu vas pouvoir tenir relativement plus longtemps, faire des fractions plus longues pour arriver à une dérive lactique plus longue. Alors, j'espère que c'était clair. Donc là après derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il va détailler la zone de récup, comment tu travailles. La zone 1, qu'est-ce que c'est exactement? Donc pour eux, 70% de ton entraînement, ou 60-70, ça doit être de la zone 1. Après la zone 2, c'est tout ce qui va arriver proche de ton seuil aérobie. Donc là, plus tu progresses, plus il va falloir freiner les entraînements à cette allure-là, parce que ça va commencer à être trop rapide. Dès que tu commences, voilà, tu vois, Kylian Jornet, son seuil aérobie, à mon avis, il est sûrement aux alentours de 16 ou 17 km/h. Bon, tu peux pas toujours t'entraîner à cette allure-là, parce que ça commence à être beaucoup trop violent pour tes articulations, quoi. Zone 3, c'est travailler ton endurance. Ah bah voilà, le fameux entraînement polarisé de Stephen Zeller. Hop, encore des témoignages, ça on s'en fiche. Ta zone 4, ta zone 5, donc là, comment travailler ta puissance aérobie, c'est-à-dire être beaucoup plus rapide quand tu es proche de ta VMA. Donc du coup, consommer plus d'oxygène, consommer plus de glucides, consommer plus de lipides. En bref, c'est une utilisation très accrue de ton système métabolique. Et après derrière, aérobie, pardon. Et après derrière, ta zone 5, ton système anaérobie. Donc là, c'est vraiment les efforts de très courte durée qui vont te permettre de développer ta force musculaire. Hop, les différentes modulations, enfin bref, tout un truc. Les fibres musculaires, je vais passer plus rapidement parce que pour moi c'est peut-être forcément les trucs qui sont peut-être le moins intéressants. Donc là par contre ça c'est intéressant, c'est le temps que tu vas devoir avoir pour récupérer relativement rapidement. Donc tu vois, quand tu fais un entraînement de 2 heures sur de la zone 1 et 2, pour eux ils estiment que voilà, vraiment en toute logique, au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures, t'as récupéré, quoi, ça va, tu peux te réentraîner. Et normalement c'est ça, c'est que tu peux te réentraîner, t'es pas non plus fatigué, ça va. Quand tu le fais en zone 3, là c'est un peu plus long, tu vois, la période de récupération va plutôt s'étaler sur une journée, 2 journées, parce que c'est quand même un peu plus compliqué. La zone 4, ça va être encore plus long, donc là tu vas arriver sur des trucs presque 3 jours, quoi, et puis après d'ailleurs zone 5, là tu vas arriver sur des fois du 3 jours ou plus, pour pouvoir récupérer. Donc il faut savoir que ces périodes d'adaptation et de récupération, c'est déjà d'une part le stress métabolique, le stress physiologique, le stress un petit peu de tout, et après aussi le stress musculaire. Donc tu vois, il y a tout qui va faire que c'est toi, en fonction de tes ressentis d'entraînement, combien de temps de récupération tu vas devoir avoir besoin. Ça c'est des moyennes, après derrière il faut le voir en fonction de toi, combien de temps t'as duré en fonction de tes entraînements, quoi. C'est une moyenne. Les périodes de récup, le sommeil, les automassages, le massage. Tu vois, c'est bien, c'est qu'ils abordent vraiment toutes les choses au niveau de ton entraînement. Les facteurs de stress quotidien, un truc tout bête, mais on n'y pense pas forcément tout le temps, et pourtant ça a un gros impact. Ensuite, surveiller vos entraînements, enfin bref, là c'est l'accumulation de fatigue, comment faire gaffe, enfin bref. Théorie du gouverneur central, la fréquence cardiaque de repos, les déficits de fer, donc tu vois, il donne un petit peu les bases, pour moi c'est relativement l'essentiel des choses que tu vas surveiller, tu peux toujours rentrer plus dans le détail, mais au moins, ce qui est bien avec ce livre-là, c'est qu'il ne garde que l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant à regarder? Quantifier sa charge d'entraînement, noter ses entraînements, enfin bref. Hop, l'entraînement coup plus il faut, comment détecter un surentraînement. Hop, le syndrome du surentraînement, enfin bref, que normalement tout le monde connaît, on va dire maintenant. Hop, encore des témoignages. La périodisation, ça c'est la chose qui va être assez intéressante. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des exemples en fait après derrière. Bon, moi je trouve pas hyper clair, mais bon, pourquoi pas. Encore une fois, les différents niveaux de seuil, donc ça pour moi ils auraient dû peut-être le montrer un peu avant, mais bon, pourquoi pas le mettre maintenant. Ça permet de savoir, ton seuil aérobie, où est-ce qu'il est, parce que bon, on va pas tous faire un test physiologique de l'effort en laboratoire. Il peut être intéressant de savoir. Donc bon, moi je trouve que un des meilleurs tests, c'est l'oppression thoracique, ta manière de souffler. Voilà, je crois qu'il donne, c'est souffler par le nez ou pas. Bon, après ça va dépendre des gens s'ils ont des problèmes de sinus ou pas. Donc apparemment il y a des grandes variations de personnes là-dessus. Mais au moins ça te permettra de savoir à peu près où est ton seuil, aérobie, ton premier. Et on voit qu'on peut avoir différents profils physiologiques. Normalement, quand tu commences le sport, tu es plutôt ici, et plus tu vas être performant, plus tu vas tout décaler vers la droite. Où l'accumulation, en fait, elle va arriver
le plus tard possible, et en fait tes deux seuils vont être le plus proches. Et en fait un déficit au niveau du système aérobie, le fameux syndrome de déficit aérobie, c'est quand tu vas avoir un écart qui va être, je crois que c'est 10 battements ou 10%, je sais plus, je crois que c'est 10% de mémoire. C'est là qu'il faut se soucier du problème, donc 10%, c'est en gros entre 15 et 20 battements, quoi. Et là on voit que lui il a un sacré déficit, alors que là ici il est plutôt pas mal. Et il faut savoir que les Kenyans, par exemple, eux, ils ont un interseuil qui est vraiment extrêmement faible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient extrêmement précis au niveau de leur entraînement. Hop, le développement aérobie, donc en gros, là, ils quantifient la charge d'entraînement. Donc là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils font plutôt l'apologie du très très gros volume d'entraînement. C'est-à-dire que pour eux, pour avoir un bon système aérobie, il faut que tu réussisses à accumuler à peu près, alors je sais plus je crois que c'est après qu'ils le mettent, environ, je crois que c'est 400 heures d'entraînement pendant 2 ans. Et là pratiquement exclusivement en zone 1, en zone 2, c'est là que tu pourras dire que tu as un bon système aérobie. Voilà, là tu as bien fait ton sport, t'es nickel, normalement là tu peux commencer un peu à entraîner un peu plus intensément pour développer encore plus. Donc là c'est leur thèse, donc après à toi de voir en fonction de ton niveau où est-ce que tu te situes. Hop, les différentes séances, les types de séances que tu vas avoir. Ce qui est bien, c'est qu'il détaille quand même relativement ce qu'il va y avoir, comment ça marche. Donc là, Kian Jornet lui donne toujours des petits exemples. C'est pour ça que c'est pas mal aussi. Il donne un peu ses exemples. Bon, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, peu importe. Mais bon, toujours intéressant pour donner un peu plus de vision. Les 30-30. Hop, je passe un peu là-dessus. Là, les différents types de séances que tu vas avoir pour augmenter ta force musculaire, notamment dans les montées. Ça, c'est... en trail, c'est extrêmement important plutôt de développer une force musculaire intéressante. Autant quand tu fais du marathon que tu n'aies pas une force musculaire énorme, bon c'est pas très grave, mais par contre quand tu tapes des pentes à 30% dans tes ultras, t'as intérêt d'avoir de la force musculaire parce que sinon ça va te mettre KO, quoi. Hop, donc la force musculaire est beaucoup plus intéressante quand tu fais du trail. Hop, les différents types d'endurance, la puissance musculaire, donc pour moi c'est la partie que je trouvais un peu, je veux pas dire la moins intéressante, mais ça permet de savoir un peu où t'en es au niveau de ta force musculaire. C'est est-ce que t'es fort ou pas fort, donc ils te donnent quelques tests, alors, je sais plus s'ils le mettent, je sais plus si c'est après, évaluer ta force musculaire. Voilà, c'est est-ce que tu arrives à tenir, est-ce que tu arrives à faire des squats sans que tu as les genoux qui rentrent, est-ce que tu arrives à faire un box squat, est-ce que tu arrives à faire la montée sur un banc sans que tu as le genou qui parte. Donc ça c'est vraiment un gros déficit, c'est ce qui va faire, il va y avoir des douleurs de genoux. Alors, ce qui est dommage, je crois qu'ils le mettent pas, mais c'est comment protéger aussi le genou, c'est-à-dire que t'as des muscles qui sont au niveau des hanches que tu as intérêt à bien travailler. Bon, ça malheureusement ils le mettent pas, mais ça permet de stabiliser ta hanche. Parce que ça, certes, tu peux avoir un déficit de force au niveau de tes quadriceps ou autre, mais tu peux aussi avoir un déficit de force au niveau de tes stabilisateurs de hanche, et ça, t'as beau faire des montées de banc, des squats à une jambe ou autre, ça va pas changer grand chose, quoi. Bon, personnellement, quand je les ai fait, je me dis, bon, c'est plutôt facile, j'ai pas le genou qui rentre, donc bon, j'ai plutôt une bonne force musculaire de base. Hop, les différents, exercices que tu vas devoir faire pour pouvoir justement travailler cette force musculaire, au moins pour atteindre le minimum, donc... Hop, les différentes forces que tu vas avoir. Bon, c'est bien, c'est qu'au moins derrière tu as aussi un petit peu de PPG, c'est-à-dire que au moins que tu aies une condition physique de base, savoir faire quelques pompes ou autre. Bon, pour moi ça me semble un peu la base aussi. Des tractions, enfin bref, hop, t'as quand même pas mal de choses. Les muscles profonds, ça c'est hyper important d'en avoir, donc tout bête, mais les muscles du transverse, les muscles qui vont te permettre de stabiliser justement ton tronc, les muscles dont je te parlais justement pour stabiliser les hanches, les fessiers, les genoux, enfin toutes les articulations, tout ça c'est des muscles profonds. Donc là, bon, les muscles profonds pour eux, on a l'impression que c'est que c'est que le gainage, alors qu'il y en a beaucoup d'autres aussi, mais bon, c'est pas grave, on reste que l'essentiel et ça c'est important. Tac. Les différents exercices, enfin bref, alors ça c'est le genre d'exercice qu'il vaut surtout pas faire, mais bon c'est pas grave, ils l'ont mis. Hop, parce que ça en fait en gros t'es en train de niquer ta colonne vertébrale, mais c'est pas grave. Hop, alors les différentes méthodes d'entraînement, enfin bref.
Donc ça, moi je trouve que là c'est peut-être forcément, je dis c'est passages qui m'ont moins intéressé parce que déjà d'une part j'ai une bonne connaissance, puis j'ai bien vu que bon il y avait des choses qui sont intéressantes, d'autres moins, des choses qui sont vraies, d'autres où je trouve que bon c'est un peu plus discutable, hein, enfin dans tous les cas, quelqu'un qui est très très bon en trail ou en ski ou autre, ça se saurait s'il était bon en musculation. C'est quand même deux domaines qui sont très différents et il a toujours été reconnu, ça se sait toujours que dans tous les cas les sportifs ils sont plutôt mauvais en termes de musculation, ils s'y connaissent pas trop, et là dans tous les cas j'ai bien vu que bon c'est encore un peu le cas quoi. Bon, tout c'est pas grave, ça te permet quand même au moins d'avoir un premier truc, hein. Les exercices sont quand même intéressants, tu peux quand même t'entraîner avec ça, hein. Mais t'as quand même d'autres livres qui sont quand même plus intéressants. Je ferai sûrement une note de lecture là-dessus. C'est Musculation pour les sportifs, hein, qui a été publié l'année dernière, de Gundy et Delavier, qui est largement plus intéressant et largement plus pratique pour de la course à pied, hein. Je te recommande plus à lire ce livre-là plutôt que de te référer à celui-là pour des questions de musculation appliquées pour pouvoir avoir de la prévention au niveau des blessures ou devenir un petit peu plus fort pour tes exercices, enfin tes courses de trail, quoi. Hop. Alors comment s'entraîner, ça va être intéressant. Là c'est les parties où je trouve à mon sens on recommence à voir quelque chose d'intéressant, c'est comment on planifie son entraînement, comment on le module, hein, en fonction des différentes séances qu'il va y avoir. Donc là hop, comment se fixer un objectif, un truc assez basique, hein, créer son programme d'entraînement, rappel des catégories d'entraînement toujours. Et après derrière, comment ça va se passer, quoi. En gros, sur 8 semaines, comment on fait, comment on module l'intensité, comment on arrive à s'entraîner là-dessus. Hop. Donc là, il donne quand même pas mal de clés pour pouvoir s'entraîner là-dessus. Toc, ça je passe parce que c'est peut-être un peu moins intéressant. Enfin bref, il y a beaucoup de... Ouais, ça c'est sympa. Si on regarde, tu vois, pour du ski alpinisme, alors je crois que de mémoire, ça c'est le dénivelé, hein, qui regarde. Il y a un peu des deux, hein. Des fois il y a des parties d'entraînement sur le ski alpinisme, des fois c'est sur des entraînements plus typés trail. Donc là, ouais, c'est bien ça, c'est bien le dénivelé. Donc en gros, il te donne un peu des exemples de progression, hein. La catégorie 1, alors je l'ai passé, mais c'est quand tu es plus ou moins débutant, c'est-à-dire que tu n'as pas fait 2 ans d'entraînement à 400 heures par année, sur du zone 1, zone 2, c'est-à-dire que si tu as encore un SDA, un syndrome de déficience aérobie, bah tu es encore en catégorie 1, quoi. Catégorie 2, c'est que tu commences à pouvoir avoir un peu de bouteille, quoi. Tu commences à être un peu plutôt confirmé dans ton sport. Hop. Donc là justement c'est pour les trailers, hein. Donc là c'est bien, c'est qu'ils le mettent soit en kilomètres, soit en dénivelé, hein. Il y a un petit peu des deux. Et tu vois comment tu peux périodiser, comment tu peux augmenter au fur et à mesure ton entraînement. Sachant que même en catégorie 2, tu peux commencer tout à fait tes entraînements un peu basiques comme ça, pour essayer de souffler et éviter de toujours traîner des semaines d'entraînement à plus de 130 km, enfin 120 km. Faut savoir aussi un peu se reposer. Et il donne même des exemples pour des ultras, je crois de mémoire, à plus de plus de 160 km, je sais plus. Bon, en tout cas, là, on voit quand même des... Ah, si, il est là. Quelques ultras, voilà. Des exemples de périodisation qui vont aller jusqu'à, 48 semaines de périodisation d'entraînement. Tu vois, intéressant quand même. Alors, moi, je trouve que c'est moins pratique. C'est pour ça que je préfère le livre d'Éric Lacroix, Trail 2, pour pouvoir planifier son entraînement et avoir un exemple très concret, parce que là bon ok tu vois à peu près le nombre de kilométrages que tu dois faire, mais en fait c'est pas hyper pratique dans le sens où bah oui mais je fais quoi en fait concrètement, tu verras que tu vas être légèrement perdu à la fin d'avoir lu ce livre là, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'autre livre avant pour commencer à avoir quelque chose de pratique, et celui-là c'est pour rentrer un petit peu plus dans le détail, puis après trail numéro 1 pour aller encore plus dans le détail. Hop, les différents types de semaines spécifiques, l'affûtage, quand tu arrives à approcher. Donc bon, et là, bon, là, ça commence à être, moi, je trouve, à mon sens, moins intéressant. Puis dans tous les cas, là, on commence à arriver sur les choses un peu sur le ski, où là, bon, honnêtement, moi, c'est pas mon domaine, donc je connais pas trop, hein. Toc, donc là, je passe. Si tu voulais des infos sur le ski, je suis désolé, je ne connais pas. Toc. Hop, hop, hop. Enfin bref, je crois que c'est relativement fini, quoi, en gros, hein, voilà. Les semaines d'entraînement, bon, je trouve, bon, elles sont pas hyper utiles, hein, mais bon. Parce que t'apprends pas grand chose, quoi. C'est bizarre, c'est qu'ils mettent matin et après-midi, mais en fait il y a pratiquement jamais rien l'après-midi, donc bon, je comprends pas trop, hein, d'avoir fait ça, se diviser un petit peu, mais bon. Toc, toc. Bon. Et à la fin le petit glossaire qui est bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce livre-là, donc j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça a été beaucoup plus clair
et que peut-être que tu vas te dire tiens voilà ça peut être pas mal. Donc pour rappel, je te le dis, c'est premier livre, trail numéro 2 d'Éric Lacroix, qui te permet d'avoir quelque chose de très pratique et de commencer à t'entraîner. Et ensuite derrière tu vas avoir ce livre là en plus pour pouvoir avoir une première introduction à savoir comment ça fonctionne, la physiologie de l'effort, avoir quelques exercices pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail, pour comprendre, hein, tu vois, aller un peu plus dans le détail. Et après derrière, trail numéro 1, que je te présenterai beaucoup plus tard parce qu'il y a encore des choses que je ne connais moins bien, pour aller encore plus dans le détail sur le trail, comment ça fonctionne vraiment, mais des choses beaucoup plus théoriques. Enfin, voilà. Moi, ce que je pouvais dire sur manuel d'entraînement pour le trail et le ski alpinisme. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus. Salut.